Mon père a vidé mon coffre-fort et a dit, les frais de scolarité de ton frère passent en premier. J'ai répondu, alors explique cela au fisc. Cet appel leur a coûté 36 000 $. Nous avons accepté 36 000 $. Les frais de scolarité de Liam passent en premier, a expliqué mon père après avoir vidé mon coffre à combinaison. Alors explique cela au fisc, ai-je crié tout en remplissant un rapport de fraude qui a ruiné toute la famille. Lorsque je suis retourné vivre chez mes parents, je prévoyais d'y rester peut-être 2 mois, éventuellement 3 si les choses ne s'amélioraient pas. Je venais de fermer une petite entreprise sur laquelle j'avais travaillé dur pendant 3 ans. Ma petite amie depuis 5 ans a mis fin à notre relation 2 semaines après que je l'ai vendue. J'ai quitté notre appartement commun avec seulement quelques sacs et le peu de respect de moi-même qu'il me restait. Mes parents vivaient à Northbridge Hills, dans une maison où je ne m'étais plus senti chez moi depuis mes 19 ans. Pourtant, cela me semblait familier et je n'avais pas beaucoup d'autres options. Je suis revenu avec cette même sensation paisible et somnolente que beaucoup ressentent après une opération, calme, plein d'espoir et essayant de ne pas avoir honte. J'ai aidé en achetant les courses, en réparant des choses dans la maison et en restant silencieux pendant les repas. Je ne parlais pas beaucoup à moins qu'on ne me pose une question directement. Mon argent était en sécurité, 36 000 $ en espèces, dissimulés dans une petite boîte verrouillée derrière des boîtes à chaussures dans mon placard. Je les avais économisés progressivement sur une période de 10 ans. Ce n'était pas une somme énorme, mais c'était suffisant pour éviter de tomber trop bas. La réunion de famille a eu lieu environ 6 semaines après mon retour à la maison, juste le groupe habituel, oncle, tante, cousins et enfants que je ne reconnaissais pas. Mon père faisait griller de la viande, ma mère avait préparé trop de nourriture, mon frère cadet Liam a fait toute une scène lors de son arrivée. Il n'a cessé de se vanter d'avoir été accepté dans cette institution coûteuse d'arts libéraux à Ashford Bay, avec un cursus en commerce que personne ne connaissait mais que tout le monde prétendait connaître. Il m'a serré dans ses bras de manière étrange, trop fort et trop longtemps, comme s'il s'excusait déjà pour quelque chose. Cette nuit-là, la maison semblait étrangement silencieuse. Tout le monde était parti, la machine à café avait disparu. Je suis monté dans ma chambre pour respirer un peu. Pour une raison quelconque, je suis entré dans le placard, j'ai déplacé les boîtes à chaussures et j'ai examiné le coffre. Il semblait normal, verrouillé et intact, mais j'étais inquiet. J'ai entré le code, il a émis un bip habituel, j'ai tourné la poignée. Il était complètement vide. Pas d'argent, pas de papier, rien. Je suis resté là 1 minute, puis je l'ai refermé et rouvert, espérant que les fonds réapparaissent. J'ai commencé à fouiller dans la pièce, même si au fond de moi je savais que c'était volé. J'ai entendu quelqu'un approcher. Mon père se tenait dans l'encadrement de la porte, tenant une tasse de café comme s'il se promenait. Il a affirmé qu'ils en avaient tous parlé et avaient décidé que je ne devais pas rester là gratuitement, car je ne contribuais pas, et que Liam avait un avenir à préparer. Ils avaient donc décidé de prendre mes économies et de les utiliser pour payer sa première année d'université. Il souriait comme si je devais être fier d'avoir aidé. Je lui ai dit que j'allais engager un avocat, que ce qu'il avait fait était illégal et qu'il avait intérêt à espérer que je n'aille pas plus loin. Puis j'ai dit quelque chose que je savais qu'il n'apprécierait pas, alors tu ne t'inquiéteras pas de ce qui va suivre. Il a ri. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, 37 appels manqués, des messages vocaux et des textos. Mon père criait, ma mère paniquait, Liam me suppliait de ne rien détruire. Je n'ai pas répondu. J'étais déjà parti avant le lever du jour, avec un sac de voyage, mon ordinateur portable et un document imprimé qu'ils ignoraient totalement. Quelque chose datant d'années auparavant, avec juste assez de poids légal pour leur causer de graves ennuis. J'étais déjà à mi-chemin de la vallée de Blackwood, en route pour la cabane de mon oncle Eugène. Il a répondu après 2 sonneries, ils ont vraiment fait ça, hein, a-t-il commenté. Parfait. Maintenant, faisons-leur regretter. Ne retourne pas là-bas. Et je ne l'ai pas fait, pas avant qu'il soit temps de leur faire comprendre ce qu'est une véritable erreur. La cabane de l'oncle Eugène n'était pas une destination de vacances attrayante. C'était une maison à 2 étages, dans la forêt profonde, loin des villes. Il en avait construit la majeure partie à la main après avoir quitté un emploi dans la finance et décidé qu'il en avait fini avec le monde moderne. L'air sentait le pain, le bois brûlé et l'essence. Il n'y avait pas d'internet, pas de télévision, seulement un téléphone fixe, un générateur et un silence plus authentique que tout ce que j'avais entendu depuis longtemps. Quand je suis arrivé par l'allée de gravier, l'oncle Eugène était déjà assis sur le porche, buvant dans une tasse ébréchée et portant un sweat à manches coupées.
Il n'a posé aucune question, s'est contenté d'hocher la tête et a dit « Ta chambre est à l'étage ». Le lendemain matin, nous avons mangé des œufs brouillés et des saucisses dans des assiettes en métal, assis sur le porche. Il a allumé une cigarette malgré sa promesse d'avoir arrêté, puis m'a demandé de tout lui raconter. Alors je l'ai fait, depuis le moment où j'ai remarqué que l'argent avait disparu, jusqu'au sourire satisfait de mon père, au moment où ils ont affirmé que c'était une décision familiale d'utiliser mes économies pour financer les études de mon frère. J'ai raconté comment ma mère avait tenté de présenter cela comme un acte courageux et charitable, et comment Liam était resté silencieux tout du long, comme si cela ne le concernait pas. L'oncle Gene n'a pas répondu immédiatement. Après une pause, il m'a demandé si j'avais toujours les documents de la fiducie de grand-père. J'ai hoché la tête, ils étaient dans mon sac. La fiducie n'était pas énorme, environ 80 000 $ au total, mais elle comprenait une clause qui me protégeait spécifiquement contre toute exploitation financière par des proches. Je n'avais jamais considéré cela comme important, jusqu'à aujourd'hui. L'oncle Gene s'est levé, est allé chercher un vieux dossier recouvert de poussière. À l'intérieur se trouvaient des documents anciens, accords, correspondances et reçus numériques, et là, au milieu, une reconnaissance de dette manuscrite signée par mon père en 2015. Elle prouvait qu'il avait emprunté 36 000 $ à l'oncle Gene. Exactement la même somme que ce que je gardais caché. Il ne l'a jamais remboursé, dit l'oncle Gene. Il promettait toujours, le prochain salaire, la prochaine augmentation, la prochaine prime. J'en ai assez d'attendre. Cette nuit-là, j'ai passé 3 appels, à l'avocat qui administrait ma fiducie, au comptable de la famille que mon père n'a jamais apprécié, et à un ami juriste de la Keswick City spécialisé en droit immobilier, un homme calme et méticuleux qui m'en devait une. Les choses ont commencé à bouger dès le lendemain. Il suffisait d'un courriel avec les documents nécessaires en pièces jointes. Mes parents ont été officiellement notifiés par courrier recommandé. Je n'ai même pas écouté leur réponse. 10 minutes plus tard, Liam m'a appelé et m'a demandé « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai raccroché sans dire un mot. J'ai passé les jours suivants à aider l'oncle Gene à vider le garage. C'est là que j'ai découvert une boîte de vieilles cassettes vidéo, la plupart poussiéreuses et non étiquetées. Mais une cassette portait une étiquette sur le devant indiquant « Réunion de juillet 2002 ». Plus tard dans la soirée, je l'ai visionné simplement pour passer le temps. Mon père apparaissait à l'écran, criant bruyamment devant un feu de camp tout en plaisantant avec 2 oncles. Il parlait de la facilité avec laquelle il était autrefois possible de déplacer de l'argent sans être suivi. À un moment, il a même déclaré « Si je voulais voler mes enfants, ils ne le remarqueraient même pas », je suis resté figé devant l'écran, choqué. Le lendemain matin, j'ai copié numériquement la séquence vidéo. Je l'ai envoyée à mon avocat. J'ai également expédié une clé USB contenant l'enregistrement à ma mère, sans mentionner mon nom. 3 jours plus tard, elle m'a appelé. Ce n'était pas pour s'excuser. Elle suppliait. Je me suis assis à la table de la cuisine de la cabane de l'oncle Gene et j'ai écouté son message sur haut-parleur. Elle pleurait si fort qu'elle avait du mal à terminer ses phrases. Elle disait qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait, que tout s'effondrait et que je devais arrêter avant de détruire toute la famille. J'ai laissé le message vocal se dérouler jusqu'au bout, puis je l'ai supprimé. L'oncle Gene, assis en face de moi, buvait son café. Il est resté silencieux un moment, puis il a levé les yeux et a ajouté « Faisons-leur vraiment mal ». C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai commencé par la fiducie. Tout est allé très vite une fois que l'audit a été déclenché. La fiducie était juridiquement protégée contre toute utilisation abusive par la famille, et mes parents l'avaient involontairement activée en volant mon argent. Il ne s'agissait plus seulement de mes 36 000 $. Tous les biens liés à la succession de grand-père devaient être réexaminés et validés. Cela comprenait le contrat de location automobile que mes parents avaient souscrit au nom de grand-père après son décès, ainsi que la maison de vacances qu'ils louaient discrètement pour obtenir des revenus supplémentaires. En moins de 2 jours, un enquêteur financier les avait contactés. Je n'étais même pas impliqué dans les appels, mais j'ai appris qu'ils étaient en panique. Pendant ce temps, j'ai fait un autre mouvement. Lorsque j'ai créé mon entreprise, j'avais fondé une société fictive nommée « Investissement Liam C. ». Je ne l'avais utilisé qu'une fois pour envoyer une facture humoristique, mais le compte était bien réel et au nom de Liam. C'était parfaitement légal et désormais extrêmement utile. J'ai enquêté sur toutes les activités inhabituelles sur ce compte, y compris les 12 000 derniers dollars issus de mon entreprise, qui avaient été transférés juste avant que je ne la ferme. Avec les documents en ma possession,
j'ai construit un dossier faisant croire que Liam avait dissimulé des fonds non déclarés tout en sollicitant une aide financière pour ses études universitaires. J'ai soumis des plaintes anonymes à la fois à l'université et à l'Office fédéral d'aide aux étudiants. Le 3e jour, le financement universitaire de Liam a été suspendu pour évaluation, son inscription a été annulée, ils l'ont expulsé de son dortoir et lui ont interdit de revenir tant que la situation ne serait pas clarifiée. Il est rentré chez lui ce week-end-là. Il m'a appelé 6 fois, puis a commencé à envoyer des messages. Il disait qu'il ne comprenait pas ce que je faisais, qu'il n'avait rien volé, que ce n'était pas juste. Je n'ai rien répondu. Il avait raison, ce n'était pas juste. Mais ce n'était pas non plus juste que ses propres parents prennent l'argent de leur fils aîné et prétendent que c'était un service rendu à son frère. J'avais encore des choses à accomplir. L'oncle Gene a ressorti le classeur. Nous avons rédigé, signé et enregistré officiellement une demande de remboursement de dette pour les 36 000 $ que mon père lui avait emprunté 8 ans auparavant. Nous avons ajouté les intérêts impayés et l'avons déposé auprès du bureau des enregistrements locaux. Ensuite, nous avons émis une réclamation légale sur leur maison. Ce n'était pas la maison de mon enfance, mais une plus grande qu'ils avaient achetée après la promotion professionnelle de mon père, avec l'intention de la vendre avant de partir à la retraite dans le sud. Désormais, cette maison était sous saisie légale, elle ne pouvait être ni vendue, ni louée, ni utilisée pour aucune transaction. 2 jours plus tard, un numéro inconnu a tenté de m'appeler. C'était mon père. Je n'ai pas décroché. J'ai préféré passer devant la maison. Un camion de déménagement était garé à l'extérieur, mais aucune boîte n'était chargée. Mon père faisait les 100 pas dans le jardin, hurlant dans son téléphone. Ma mère était assise sur le porche, le visage enfoui dans ses mains. Liam était adossé à la voiture, comme s'il n'avait plus d'âme. Il y avait un SUV Mercedes noir garé près du trottoir. Je me souvenais quand il l'avait reçu. Ma mère l'avait qualifié de « voiture récompense » et avait affirmé que c'était pour la remise de diplôme de Liam. Mais les documents de propriété étaient à son nom. Après avoir examiné les registres gouvernementaux, j'ai découvert qu'ils l'avaient déclaré comme un bien scolaire dans leurs documents financiers, et que mon père avait signé comme copropriétaire. J'ai soumis un rapport anonyme au fisc sous un faux nom, en joignant tous les documents que je possédais, frais universitaires fictifs, liquidités cachées et dettes co-signées liées à des bourses d'études. Il n'a pas fallu longtemps pour que le système le détecte. Le compte financier a été signalé, un audit a été lancé. Puis, j'ai effectué le coup de grâce. Il existait un petit portail web à Glenmere, qui rapportait les fraudes locales et les histoires familiales douteuses. Ce n'était pas une grande plateforme mais elle était très consultée. J'ai envoyé un message caché, j'y avais joint une vieille vidéo de mon père datant de 2002, où il plaisantait sur le fait de soutirer de l'argent à ses propres enfants. J'y ai aussi inclus le titre de créance sur la maison, la lettre de révocation d'aide adressée à Liam et l'intégralité du dossier de la fiducie. J'ai affirmé que l'histoire était réelle et j'ai fourni toutes les preuves à l'appui. Ils l'ont publié dès le lendemain matin, famille de Northbridge Hills poursuivie pour crimes financiers et fraude successorale. L'article s'est propagé rapidement, un site d'actualité locale l'a repris, quelqu'un l'a partagé sur un forum en ligne, et un ancien collègue de mon père a réagi en affirmant que l'entreprise le surveillait déjà depuis un certain temps. Cela a suffi. À la fin de la semaine, mon père a été mis en congé. Quand une équipe de journalistes s'est présentée devant leur maison, j'ai reçu un message de Liam, 3 mots, « Pourquoi maintenant ?» Je n'ai pas répondu. Mais ce que je voulais dire, c'est, tu les as regardés me faire du mal et tu es resté là. Ce soir-là, l'oncle Gene m'a offert un soda. Nous ne parlons pas beaucoup. Nous étions assis en silence, regardant le ciel devenir orange derrière les arbres. Puis il a dit, ce n'est que le début, gamin. Ce n'était pas juste un article de blog. C'était la tempête qui allait suivre. Quand la nouvelle s'est répandue, les choses sont passées d'un effondrement lent à une chute totale. Le visage de mon père était flouté dans l'article, mais les gens ont vite deviné de qui il s'agissait, ses employeurs, les membres de son club de golf et ses voisins. Une fille dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années m'a envoyé un message, « Tes parents sont en train de s'effondrer, hein ?» Aïe. Mais ce n'était plus une question de honte. Ils étaient en train de perdre le contrôle de tout. 3 jours après la publication de l'histoire, l'oncle Gene a reçu un appel d'un contact au tribunal des successions. Il s'est avéré que mon père avait déposé un nouveau document. Il affirmait que la fiducie avait été abusée, que le testament de grand-père était vicié et que toute l'affaire devait être réexaminée. C'était une tentative désespérée,
un dernier geste incontrôlé pour reprendre la main. L'oncle Eugène a éclaté de rire en entendant cela. Il a dit, laisse-le faire, il n'a aucune idée de ce qu'on a encore sous le coude. Et il n'en avait vraiment aucune, car je n'avais pas encore utilisé la vidéo de 2007, un film de famille tourné lors de la fête de Thanksgiving dans notre ancienne maison. Mon père y parlait avec un de ses frères des revenus supplémentaires qu'il recevait de clients privés qui ne payaient qu'en liquide. Il affirmait fièrement ne jamais en avoir déclaré un centime. Il expliquait comment il faisait transiter l'argent à travers des comptes au nom de ses enfants pour que personne ne s'en aperçoive. Il disait même dans la vidéo qu'il avait ouvert un compte bancaire à mon nom sans m'en informer. J'ai converti la vidéo en fichier numérique et je l'ai discrètement transmise à l'agent du fisc qui travaillait déjà sur l'affaire. Mais ce n'est pas cela qui a anéanti ma mère. Ce sont les relevés bancaires qui l'ont achevé. L'oncle Eugène m'a conseillé de faire une demande officielle pour obtenir les données financières historiques liées à la société fictive, Investissement Liam C. Je pensais qu'on y trouverait peut-être un dépôt suspect, c'est tout. Mais je ne m'attendais pas à ce que nous avons découvert sur ma mère. Pendant plus d'1 an, elle avait discrètement transféré de petites sommes, 300 ici, 150 là, directement depuis son compte personnel vers celui de la société bidon. Les notes attachées au virement n'étaient pas très précises, mais suffisamment nombreuses à inclure des termes comme « soutien scolaire de Liam » ou « urgent » pour faire émerger une tendance. Elle n'était pas simplement au courant, elle contribuait activement. Elle manipulait soigneusement les fonds pour faire croire que Liam disposait de ressources personnelles suffisantes, ce qui augmenterait évidemment ses chances de recevoir une aide financière. Je n'ai rien eu besoin de faire de plus. Lorsque le service d'aide de l'université a examiné l'ensemble du dossier, ils n'ont pas seulement suspendu ses avantages, ils les ont définitivement supprimés. Liam n'a pas été mis en attente, il a été entièrement radié. Son financement a été annulé, son dossier classé comme frauduleux. 2 jours plus tard, Liam est arrivé à la cabane de l'oncle Eugène. Je ne l'avais pas vu venir. Il avait l'air plus petit qu'avant, plus fatigué, comme s'il avait vécu beaucoup de choses. Nous sommes restés dehors pendant que l'oncle Eugène nous laissait en privé. Liam m'a demandé, « Tu me détestes ?» Je lui ai répondu, « Non. Je ne ressens simplement plus rien. » Puis il a dit quelque chose d'inattendu. Il m'a appris que notre mère dormait désormais dans la chambre d'amis, que notre père ne parlait plus à personne, qu'ils avaient récemment reçu un avertissement du fisc concernant des impôts impayés et un audit complet. Il m'a dit que maman cherchait du travail, que papa ne se rasait même plus. Puis est venu le choc. J'ai trouvé quelque chose dans le tiroir de papa, m'a expliqué Liam. Tu devrais voir ça. Il m'a tendu une enveloppe scellée. À l'intérieur, une lettre dactylographiée datée de 2009 et adressée à grand-père, pas à moi. C'était une confession écrite, mon père avait emprunté $5000 à grand-père et promis de les rembourser dans les 5 ans. Il n'avait jamais rendu un centime. La phrase en bas de la lettre m'a frappé comme une gifle, si tu en parles à Alex ou à Eugène, cela détruira cette famille. Ce n'était jamais simplement une question d'argent. C'était toujours une affaire de manipulation, de contrôle et d'apparence. Liam est parti sans demander pardon, sans pleurer, sans chercher à se justifier. Il s'est contenté de dire « Je ne savais pas qu'il faisait tout ça. » Je le jure. Plus tard dans la soirée, l'oncle Eugène a lu la lettre et a déclaré « Ton père n'est pas seulement un menteur, c'est une larve. » Puis il a souri et a demandé « Tu veux clore ce chapitre ? J'ai encore une dernière carte à jouer. » Ce qu'il a dit ensuite a changé la donne. Au départ, je ne cherchais pas à faire les gros titres. Cela m'était égal si mes parents pleuraient, si mon frère ratait l'école, ou si des inconnus murmuraient sur notre compte au supermarché. Tout ce que je voulais, c'était récupérer mon argent. Ils avaient pris $36 000 de mon coffre comme si de rien n'était. J'avais économisé pendant près de 10 ans grâce à des petits boulots, du travail en freelance et en renonçant à beaucoup de choses quand j'étais fauché. J'avais des projets pour cet argent, sécurité, liberté, avenir. Ils m'avaient traité comme un simple robinet à vider. C'est ce qui a allumé la flamme en moi. Mais maintenant, c'est devenu quelque chose d'autre, de plus grand, de plus rapide, et entièrement hors de leur contrôle. J'avais déclenché une réaction en chaîne, et elle avançait à toute vitesse. Mais même après la société écran, les plaintes adressées au fisc, le titre de créance sur la maison, l'avis d'expulsion et la nouvelle virale, je n'avais toujours pas récupéré mon argent. L'oncle Eugène m'avait averti, « Si tu ne récupères pas l'argent, tout ça n'est que du bruit », ajouta-t-il. Alors je suis retourné fouiller dans tous les documents, relevés de transactions, extraits de comptes, tout ce que je pouvais trouver.
Et je l'ai vu, dissimuler dans un relevé bancaire à l'apparence ordinaire au nom de Liam, un virement de légèrement plus de 38 500 $, ni envoyé ni reçu, était là, intact. Le nom de la banque ne m'était pas familier. J'ai vérifié le code de routage, ce n'était pas une banque de Northbridge Hills, mais de Rivermount, une autre succursale de la même banque où mon père avait travaillé avant sa promotion. J'ai appelé la banque en prétendant être Liam, affirmant que je ne pouvais pas accéder à mon compte et que j'avais besoin de tout réinitialiser. Ils m'ont demandé quelques informations de base pour vérifier mon identité. Je connaissais déjà tout, sa date de naissance, les 4 derniers chiffres de son numéro de sécurité sociale, son historique d'adresse. J'avais vécu avec lui. Je l'avais vu remplir des formulaires d'emploi. Ils m'ont accordé un accès temporaire. Et là, je l'ai vu, 38 500 $, intact, sous la mention « réserve de versement pour études ». Ce n'était pas une bourse ni une aide financière. C'était le mien. Mes économies volées avaient été transférées dans un compte secret, probablement prévu comme fonds de secours au cas où les frais de scolarité augmenteraient. L'oncle Eugène et moi avons appelé son avocat, déposé une demande officielle de restitution, appuyée par les documents de la fiducie et les relevés financiers. Mais nous savions tous deux que les démarches juridiques sont longues. Alors j'ai pris une décision inattendue, je suis allé directement chez eux. Sans avertissement, sans message. J'ai frappé à leur porte comme si de rien n'était. Ma mère a ouvert. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. J'ai demandé à parler à mon père. Il s'est avancé avec les bras croisés, une attitude rigide. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit que j'avais retrouvé l'argent, et qu'il avait désormais 2 options, rendre chaque dollar dans les 48 heures, ou je portais l'affaire devant un tribunal civil. Je déposerai une plainte pour vol et fraude financière, et j'ajouterai la vieille cassette VHS comme preuve. Je l'ai informé que l'équipe en charge de la fiducie préparait une saisie complète de ses biens, que chaque compte, actif et transfert suspect allait être scruté. Je lui ai dit que je ne voulais pas d'histoire ni d'excuses mensongères. Je voulais seulement mon argent. Il n'a rien dit. Pas un mot. Juste resté là. Je suis parti. 2 jours plus tard, j'ai reçu une alerte de ma banque, un virement direct était arrivé, totalisant 36 000 $. Aucun commentaire, aucun nom, aucune note. Juste l'argent. Mais cela ne m'a pas satisfait, car je connaissais déjà la vérité. Ce n'était pas la culpabilité qui l'avait poussé à payer. C'était la peur. L'oncle Eugène m'a souri et a dit, faisons-lui encore plus peur. Alors maintenant, j'avais l'argent. Sur le papier du moins. 18 000 $ avaient été versés directement sur mon compte. Pas d'excuses, pas de message. Exactement ce que je voulais. C'était l'action la plus rapide que mon père ait accomplie depuis des années. Quand je l'ai dit à l'oncle Eugène, il a préparé du thé chaud pour nous deux. Il a levé sa tasse et a dit, c'est quelque chose, mais si tu crois qu'il a terminé, alors tu ne connais pas ton père. Il avait raison. Cette nuit-là, vers 2 heures du matin, j'ai reçu un message de ma mère. Une seule ligne, il est sur le point de publier quelque chose sur toi. Je n'ai pas compris tout de suite. Mais 2 heures plus tard, une personne avec qui je n'avais pas parlé depuis le lycée m'a envoyé un message. C'était un lien vers un forum. Un compte anonyme y avait posté un long coup de gueule dans une communauté de parents. Le titre suffisait, « Notre fils a volé notre avenir et essaie de détruire notre vie. » Avertissement aux autres parents. C'était une diatribe furieuse. Il me décrivait comme paresseux, égoïste et inutile. Il disait que j'étais revenu à la maison sans rien, que j'avais refusé d'aider, méprisé leur générosité et ruiné les ambitions de Liam. Il affirmait que j'avais abusé du système en utilisant des menaces, des avocats douteux et de vieilles querelles familiales à mon avantage. Il accusait même l'oncle Eugène de m'avoir monté contre eux. Cette ligne m'a presque fait rire. Mais la fin était la plus étrange. Il écrivait, « Si quelqu'un sait comment empêcher un enfant adulte de détruire le nom de sa famille, merci de me contacter. » Je suis sérieux. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le forum s'en est chargé. Des inconnus ont démoli sa publication, l'ont relié à l'article de presse, ont partagé des captures d'écran comme preuve, et l'ont complètement humilié. Cela a été si rapide qu'il a supprimé tout son profil en moins d'une demi-journée. J'ai tout sauvegardé au cas où j'en aurais besoin. Mais ce moment a été la goutte de trop pour moi. J'ai dit à l'oncle Eugène que j'avais fini de réagir. Je ne voulais plus faire partie de tout cela.
Ni la maison, ni le nom de famille, ni l'héritage. Je voulais tout quitter. Alors j'ai enfin fait quelque chose que j'envisageais depuis des semaines, j'ai officiellement demandé à changer de nom de famille. Ce n'était pas compliqué, simplement un document au guichet de la mairie et quelques signatures officielles. Mais quand je suis sorti, j'ai eu l'impression que l'on venait de couper une corde autour de mon cou, une corde qui était là depuis bien trop longtemps. 2 jours plus tard, j'ai pris mes affaires et j'ai emménagé dans un petit appartement de mon quartier. Rien de spécial, juste un logement calme au dernier étage d'un immeuble de 3 étages sans ascenseur. Il y avait une échelle de secours et un vieux système de chauffage qui tremblait lorsqu'il fonctionnait. Mais c'était à moi. J'ai acheté un canapé d'occasion sur un site de revente, quelques vieux disques vinyles dans une brocante, et j'ai branché ma vieille chaîne stéréo. J'ai écouté le même album en boucle pendant des jours. Je n'ai pas dit à mes parents où j'étais parti. Je n'ai laissé aucune adresse. J'ai changé de numéro de téléphone et bloqué toute ligne pouvant les relier à moi. Ils n'avaient plus aucun moyen de me joindre. La seule chose que j'ai laissée derrière moi était un fichier protégé sur mon ordinateur portable, au cas où un jour je ressentirais le besoin de les contacter. À l'intérieur se trouvait un seul message: tu m'as appris à défendre ma position. Puis tu as feint d'être choqué quand je l'ai fait. Mais je n'étais pas en colère. Je me sentais libre. L'oncle Gênes, lui, venait à peine de commencer.